Bonjour tout le monde, je m'appelle Hélène Lavoyer, je suis journaliste et autrice et aujourd'hui je fais avec Yasmine une petite interview portrait pour comprendre qui elle est, ce qu'elle fait et quel a été son cheminement depuis la naissance jusqu'à arriver à être psychique. Est-ce que tu peux te présenter Yasmine s'il te plaît? Oui, bonjour. Alors, je suis Yasmine Dessou, du pote holistique. Je travaille avec des enfants dès l'âge de 5 ans, des adolescents, adolescentes et des adultes. Je travaille sur des perspectives avec des enfants. On travaille sur l'enfant intérieur, de guérir des traumas, des blessures pour justement favoriser l'indépendance, l'autonomie et la paix intérieure en fait à travers des dynamiques plutôt créatives. Il y a bien sûr l'accompagnement qui est thérapeutique, l'accompagnement énergétique. La méthode que je propose est complètement nouvelle et un peu novatrice, c'est-à-dire que je ne travaille pas simplement sur la psyché d'un individu, mais j'allie justement le corps, l'âme, l'esprit et d'autres dimensions de son être pour permettre justement à plus de libération, de compréhension et bien sûr de guérison. Tu es holistique. C'est justement prendre la personne dans son entièreté, Mhm. de vraiment guérir toutes les dimensions de son être. Traditionnel, c'est simplement sur le mental, la psyché que les gens travaillent, mais là, c'est vraiment allier l'entièreté de qui nous sommes, parce que nous sommes un corps physique, nous sommes un corps psychique, nous sommes un corps spirituel, et justement, j'allie la spiritualité à mon travail énergétique, c'est-à-dire que je permets aussi à la personne de vraiment s'ancrer dans cette terre, d'être vraiment présent dans cette conscience, tout en s'alliant aussi à des dimensions supérieures, on va dire divines, du monde subtil. C'est pas parce que on ne voit pas les choses à l'œil nu qu'elles n'existent pas. Au-delà, bien sûr, des dimensions religieuses, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus subtil que cela. Et tu dis que du coup, tu intègres effectivement à l'inverse, ou pas à l'inverse, mais en tout cas différemment de la psychiatrie ou bien de la psychologie traditionnelle, où c'est juste un rapport de parole en fait. Mhm. Tu vas travailler avec le corps, c'est-à-dire comment ça s'intègre, comment Alors ça dépend. Déjà, ça dépend déjà de la personne, quel est son univers, est-ce qu'elle est connectée aussi à des dimensions plus subtiles de ces compréhensions-là. Sinon, si c'est plus traditionnel, on fait des mouvements du corps à travers des émotions qu'on exprime, on bouge le corps, on dessine. C'est vraiment pour ne plus que l'émotion se cristallise dans le corps et crée des nœuds et donc après des maladies. Donc on dit le maladie, la maladie. Et donc c'est qu'est-ce qui a été réprimé en soi, donc non exprimé, et donc qui crée des maux et donc des dysfonctionnements, que ce soit au niveau psychique et corporel, et qui amènent plus tard à d'éventuels troubles ou maladies. Mhm. Et ce qui est, c'est justement de pouvoir exprimer. Déjà, j'accueille dans un espace qui est sécuritaire, où la personne se sent safe, en sécurité, de pouvoir être elle-même et pouvoir exprimer toute son authenticité. Donc déjà par la parole, déjà exposer, déjà on choisit une thématique, donc quelle est la thématique que la personne va choisir, qu'est-ce qu'elle veut travailler, parce que justement c'est important de pouvoir cibler les choses. Moi je propose aussi de le faire en 5 séances, parce que c'est là où on voit que les choses peuvent être dénouées. Les thérapies qui sont juste une fois, c'est très bien parce que peut-être ça peut faire prendre conscience, mais le fait de pouvoir l'ancrer dans le temps, de façon plus courte, mais intensifiée, ça peut justement dénouer des choses en nous et pouvoir atteindre une guérison. Et puis bien sûr, c'est modulable si la personne sent qu'elle a encore besoin, c'est tout à fait modulable. La personne, quand elle va exprimer son émotion, elle va pouvoir la faire bouger dans son corps. Où est-ce qu'elle se situe, comment elle la voit, mettre des couleurs à travers aussi des dessins, de la peinture. Et vraiment, je rentre aussi dans l'univers de la personne, de la créativité de la personne. Je peux lui proposer aussi des méthodes de méditation. Il y a aussi l'énergétique, si la personne comprend aussi ce penchant un peu vers l'énergétique, de pouvoir l'aider à justement, à travers des méthodes qui sont le Reiki, les soins Laoshi, qui sont des méthodes énergétiques ancestrales qui sont asiatiques. Il y en a une qui est japonaise, l'autre qui est plus chinoise, et qui permettent justement de libérer des maux à travers l'imposition des mains dans certaines zones énergétiques du corps. tu parles de la spiritualité. Je pense qu'il y a autant de spiritualité que d'êtres humains qui croient en guillemets à la spiritualité, mais du coup, qu'est-ce que Mm. c'est pour toi, disons, ta spiritualité? Alors pour moi, la spiritualité et ma spiritualité, c'est un art de vivre en fait. C'est comment on s'intègre soi
dans le monde. C'est-à-dire, la façon dont on, par exemple, on va se nourrir, on va vivre, la façon de penser, par exemple, la façon d'allier le monde subtil au-delà de la religion, des dogmes et des choses comme ça, mais vraiment d'allier la nature aussi, les arbres, les animaux, les choses. C'est vraiment c'est un art de vivre en fait, la spiritualité. C'est comment je suis au monde et comment je vis dans ce monde et quels sont les outils que j'ai pour vivre dans ce monde. Ce qui est hyper pragmatique et très ancré et concret comparé à ce à quoi on pourrait s'attendre quand on parle de spiritualité, complètement déconnecté en fait de la réalité matérielle, etc. Mais en fait, non, c'est une manière de cheminer en fait. Complètement. C'est ça, Exact. une manière de cheminer qui est du coup en cohérence avec le plus profond de soi. Du coup, tu as parlé de Reiki, de soin Laoshi, de créativité, du corps. Tu fais ça avec des enfants, tu fais ça avec des personnes adolescentes, jeunes adultes ou bien adultes. Oui, alors exactement, même des personnes âgées, c'est vraiment c'est selon l'affinité. En fait, j'explique vraiment que notre corps a une mémoire. Notre corps doit aussi se souvient de traumatismes, comme par exemple, on peut avoir vécu des traumatismes, mais parfois avoir oublié des choses. Mhm. Et notre corps, quand il y a des situations qui sont parfois dans un contexte particulier, nous ravive certaines mémoires. Et là, on se sent, il y a des formes, par exemple, de crispation du corps. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens comme ça? J'arrive plus à respirer, je sens que j'ai les mains qui sont moites, je comprends pas ce qui m'arrive en fait. Et ben c'est là où le corps se souvient de choses que notre mémoire, par souci de préservation, a occultées, mais notre corps est ravivé par ce genre de choses. Et donc c'est en cela que, à travers ces méthodes énergétiques, bien sûr, qui sont des hautes fréquences vibratoires d'amour divin, vraiment, c'est vraiment de la pure lumière qui est canalisée à travers moi, car je suis le vecteur de ça, et c'est mon corps c'est à travers mon corps que ça passe, justement, de pouvoir, selon là où je sens qu'il y a des nœuds et des nœuds énergétiques dans le corps, je vais cibler et mettre justement mes mains dans une position pour pouvoir libérer ces petites dissonances. On peut voir ça comme des fréquences radio où la fréquence n'est plus et que ça fait des petits crch, et du coup c'est là où je vais et je par mon intuition, mon ressenti, et je me laisse aussi guider pour voir où je dois aller, comment faire pour que ces libérations puissent se faire. Et bien sûr, à travers ces thérapies énergétiques, la personne est aussi ancrée dans la terre. Je l'ancre aussi dans la terre, dans cette présente incarnation et dans cette terre, et aussi la connecter au céleste, à plus haut. Donc elle est ancrée entre ciel et terre pour vraiment être un conducteur de cette énergie, et que l'énergie puisse circuler de façon beaucoup plus fluide en fait en elle et ou en lui. Et est-ce qu'il faut croire à ce genre de choses? Parce qu'il y a des personnes qui pourraient très bien te dire les énergies divines n'existent pas, enfin voilà, c'est des questions de croyance aussi. Est-ce qu'une personne qui se sent appelée vers toi mais qui n'a pas ce genre de sensibilité, disons, est-ce que ça fonctionne quand même sur des personnes qui sont, Oui, disons, pas fermées, mais voilà, pour qui c'est pas une réalité, disons? Alors déjà, je pense que les personnes qui viennent à moi, c'est des personnes aussi qui sont attirées par ça, parce que j'expose vraiment ce genre de choses. C'est des personnes qui ont cette affinité, mais par contre, lors des séances dans mon cabinet, j'explique les choses, je vois aussi où est-ce qu'elle en est, la personne, et vraiment, il y a une visée aussi pédagogique à cela pour pouvoir informer aussi les personnes, parce que malheureusement, on vit dans un monde où toutes les informations ne sont pas forcément accessibles, et donc on ne comprend pas, et par méconnaissance, parfois, il y a des gens qui sont un peu réfractaires ou qui en ont un peu peur. Et c'est en cela que les premières séances sont très importantes pour pouvoir un peu dédramatiser et désencoder des choses que bien sûr les personnes ne peuvent pas forcément comprendre, et c'est en cela que justement les discussions sont très importantes pour voir et puis aussi s'il y a des personnes qui sont religieuses, qui sont musulmanes, chrétiennes, juives, qui viennent, et à travers aussi cette phase-là, parce que j'ai aussi fait de la théologie quand j'étais au Canada à travers mon bachelor, et du coup ça permet aussi de rejoindre aussi la personne dans son univers, parce que c'est une forme de co-création qui se crée. Ce n'est pas simplement moi qui viens avec mes connaissances, mais la personne aussi avec son bagage, c'est sa façon de voir la vie qui vient, et c'est une rencontre qui s'harmonise à ce moment-là.
Selon les affinités, ben, bien sûr, c'est une thérapie qui est sur mesure. Ce que je fais pour une personne ne va pas être pour les mêmes personnes. Nous ne sommes pas un travail à la chaîne où tout le monde est complètement dénaturé de qui il est. Et donc, c'est en cela que je rejoins aussi la personne dans son univers à travers ça. Rencontrer vraiment la personne. Ouais. Et puis c'est plus des personnes en fait que des patients ou des patientes. Oui, complètement, parce Tu que vois? justement, c'est plus des personnes. Et c'est pour ça que je ne veux pas dire, et ma méthode aussi, c'est une méthode humaniste et aussi holistique, c'est-à-dire que la personne, elle est actrice de sa vie. C'est pas je suis patient, viens me sauver, m'aider. Non, 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 c'est que tu es acteur et que tu reprends. C'est ça aussi que ma méthode est différente. C'est pour permettre à la personne de retrouver son autonomie, déjà cibler, ok, qu'est-ce qui va pas, et ok, comment aussi ôter toutes ces choses-là et puis pouvoir les nettoyer et puis aller les voir, les guérir et aussi pouvoir que la personne, elle reprend le pouvoir de sa vie, les rênes de son existence. Et c'est en cela que la méthode, en fait, elle est aussi la méthode de Rogers. C'est Carl Rogers qui fait une approche qui est humaniste, où la personne, elle est au centre de sa vie. C'est une thérapie centrée sur la personne, où elle est actrice et ce n'est plus un patient, donc une personne qui vient pour pouvoir être sauvée ou aidée, mais plutôt un client, parce que pour moi, je ne suis pas une marchande, une commerçante, et c'est pour ça que c'est vraiment une personne dans son entièreté, sa globalité, qui vient à ma rencontre pour pouvoir justement totalement la rendre souveraine de son existence, en fait. C'est en cela que je suis ici, pour pouvoir rappeler aux êtres humains leur souveraineté et qui ils sont et pourquoi ils sont venus ici sur Terre, dans leur entièreté. Voilà. Je me demande quel rapport est-ce que tu as dans ta pratique au diagnostic, qui est quand même souvent une des raisons pour lesquelles on peut aller chez des psychiatres ou bien participer à une thérapie. C'est aussi genre, bah voilà, j'ai un problème, donc des fois c'est pour faire disparaître le problème, voilà, que ce soit avec un médicament ou que ce soit avec d'autres, à travers la parole, enfin voilà. Ou alors c'est, j'ai ce problème peut-être depuis longtemps, ou j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que c'est différent chez toi. Est-ce que tu peux parler de ça? Oui, bien sûr. Alors déjà, je pourrais poser un diagnostic sur une personne à travers ce qu'elle a à m'exposer, mais justement, j'ai envie de la sortir du prisme de la normalité, parce que nous ne sommes pas une pathologie. Les personnes vivent des choses, elles ont eu une histoire de vie, des conséquences, des parents qui n'ont pas... c'est des choix qui sont indépendants de la volonté d'un individu, et parfois les personnes sont teintées par des manquements ou des façons de faire que des parents, des ancêtres, des personnes ont inculqué à cette personne, que ce soit au niveau transgénérationnel, que ce soit à travers la vie dans une cellule familiale. Et justement, souvent, c'est des bagages qui n'appartiennent pas à la personne qui vient me voir, qu'elle soit enfant, adulte ou ado, ou adolescente en fait. Et c'est en cela qu'il faut cibler ça. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un bagage que je me trimballe par souci de loyauté, ou parce que c'est des traumas qui ont été perpétués à travers des générations et donc peut-être la personne est là pour justement libérer ces traumatismes transgénérationnels, ou c'est des choses qui ont été imposées, ou des choses ou des traumatismes qui ont été vécus par des événements qui sont extérieurs toujours à la personne en fait. Et c'est en cela que j'ai vraiment envie de sortir de ces étiquettes qu'on peut mettre aux gens, et de se dire, voilà, c'est clair que parfois c'est rassurant de se dire, ah ok, je ne suis pas complètement aspirée par mon mental, des choses que je ne comprends pas dans ma réalité. Mais pour moi, comme j'ai dit au début, la maladie, c'est quelque chose, c'est une émotion qui n'a pas été exprimée, et quelque chose qu'il faut aller voir. Et moi, je vais à la racine de ces choses-là pour voir, ok, comment dénouer ces choses-là dans le cœur en fait, et pour pas que la personne continue à se trimballer des choses qui finalement ne lui appartiennent même pas, même si pour certaines personnes, mais elles iront voir justement, je référerai à d'autres personnes si elles ont vraiment besoin de porter un diagnostic et de se dire voilà. Mais moi justement, à travers ça, c'est vraiment la responsabilité. Je ne suis pas cette maladie, je ne suis pas des conséquences, et vraiment se dépêtrer de ce que la société, la famille, les constructions de cette terre qui est magnifique, mais qui parfois, à travers des générations de persécutions, ont engendré des êtres humains qui sont parfois traumatisés, apeurés, et qui ne comprennent pas, et qui n'ont jamais appris à s'observer, à comprendre, ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que cette émotion, qu'est-ce que mon parent veut me dire, et vraiment retrouver son être, en fait, qui est cette personne-là.
Ça rejoint aussi beaucoup de connaissances très diverses, mais je me demande comment on en arrive à faire ça, avec autant de compétences, autant de... Moi, ce qui m'impressionne beaucoup chez toi aussi, c'est à la fois un parcours académique sérieux, clair, terminé, avec succès, etc. Et en même temps, le monde scientifique, disons, académique, n'est pas le monde le plus proche ou le plus poreux aux pratiques spirituelles pour moi. Peut-être que dans l'ethnologie, je vois beaucoup de personnes qui sont très intéressées par ça, mais comme sujet d'étude, justement, toujours en gardant cette position scientifique et peut-être un peu moins participante vraiment à ça, tu vois. Ça a l'air d'être un peu la confrontation entre le rationnel et l'irrationnel, tu vois, d'un point de vue vraiment schématique. T'as toujours perçu ça comme mélangé comment ça s'est fait? Ok, Ouais. alors en fait, moi, ce que je prône justement, pour moi, l'être humain et le monde ira mieux quand il y aura un équilibre entre la tête et le cœur. Et donc, pour moi, d'aller dans l'irrationnel total de la spiritualité un peu folklorique, comme ce que les gens peuvent penser, c'est clair que parfois ça peut faire peur et parce que les gens peuvent aller dans des extrêmes dans toute chose. Et c'est exactement la même chose au niveau de la sphère académique où les gens sont tellement imbibés de connaissances et de rationalité et de choses qu'ils oublient de se confronter à l'être humain et qui finissent par devenir leur bouquin qu'ils ont écrit et plus d'être dans l'état d'être du vivant en fait. Parce qu'en étant sur le terrain et vivant des choses et comprenant des choses et aller à la rencontre de la spécificité de chaque être humain, et c'est ce que j'aimerais amener, et c'est pour ça que ma méthode est différente et qu'elle peut être qualifiée d'un peu visionnaire et révolutionnaire, c'est-à-dire que j'allie le un, parce que nous sommes, comme j'ai dit, un corps, un âme et un esprit, et que la tête et le cœur sont au service de notre âme en fait, et comment travailler sur cet équilibre justement, parce que oui, il y a des connaissances, c'est pour ça que j'ai commencé par faire de la criminologie, parce que j'ai voulu comprendre l'être humain, qu'est-ce qui pousse un être humain à switcher et à pouvoir avoir des actes d'une grande atrocité. Donc j'ai commencé par faire ça, après j'ai voulu, et c'est pour ça que je suis allée à Montréal au Canada, parce que justement on peut avoir des cours qui sont avec des affinités, des visions qu'on a. Bien sûr il y a un tronc commun sur plein de choses, mais on peut associer, c'est pour ça que j'ai fait aussi de la théologie, que j'ai voulu comprendre les religions, qu'est-ce qui a amené aussi, c'est un être humain, parce qu'on est tenté par les religions, par les paroles qu'on fait, c'est pour ça aussi que mes consultations sont en anglais et en français, que je parle plusieurs langues, parce que justement je rencontre la personne, c'est pas la personne qui doit venir et s'ajuster à moi, la personne qui parle français, mais moi aussi je viens et je la rencontre dans son univers, et comme on sait, les langues sont aussi très créatives, et que le masculin et le féminin ne sont pas la même chose en français, en espagnol et toutes ces choses-là, et qu'il y a des langues qui sont plus imagées que d'autres, et d'autres qui sont beaucoup plus rationnelles que d'autres. Enfin voilà, la racine de la langue aussi est très importante, et c'est pour ça aussi que le fait d'avoir étudié des langues, le fait d'avoir étudié des religions, le fait d'avoir vraiment décortiqué l'être humain, parce que pour moi, l'être humain est une encyclopédie tellement fascinante et brillante que pour moi, je voulais être comme un archéologue de l'être humain et de comprendre les choses, et c'est pour ça que je suis allée faire de la criminologie, que j'ai fait de la psychologie, que j'ai fait aussi de l'éducation, et qu'après je me suis spécialisée donc à travers mon master en psychologie et en éducation, et avec des perspectives aussi de la migration, pour pouvoir comprendre aussi l'être humain à travers le mouvement, à travers sa pluriculturalité, à travers toutes ces choses-là. C'est très bien avant de pouvoir se spécialiser, d'être psychanalyste, de pouvoir être humaniste, socio-cognitif, toutes ces choses-là, mais pour moi, on s'éparpille, c'est très bien d'être spécialisé, et que si les gens veulent aller voir des spécialistes, mais nous sommes cette globalité, nous sommes teintés de toutes ces couleurs, il n'y a pas de noir, de blanc, nous sommes un arc-en-ciel de ces couleurs-là, et c'est important de pouvoir rejoindre la personne dans toute cette entièreté que nous sommes en fait. Et donc c'est en cela que le fait d'avoir pu faire cette méthode-là et d'avoir créé cette méthode-là, de pouvoir allier tous les outils scientifiques, académiques au monde spirituel, parce que j'ai vu, moi, à travers mon histoire personnelle, peut-être qu'on le fera dans un autre podcast, mais justement, l'être humain aussi a vécu des traumatismes, a vécu des choses qui étaient très dures, et souvent, la psychothérapie ou psychanalyse lambda peut favoriser aussi des traumatismes, en fait, et retraumatiser la personne. Et du coup, le fait d'allier, par exemple, quand on a des situations où il y a des morts imminentes,
imminente où on a pu mourir à ce moment-là, ben parfois les gens vont souvent s'allier à des méthodes qui sont religieuses, spirituelles, pour comprendre en fait et s'allier qu'on n'est pas simplement un être humain très automatisé mais trop boulot dodo. Nous ne sommes pas que ces choses-là, qu'il y a un monde aussi qui est spirituel autour de nous, qui est invisible, et souvent ces gens se reconnectent à ces choses-là et veulent avoir aussi cette nuance aussi qu'il n'y a pas que ce qui est terre à terre et qui est tangible et qu'on peut voir en fait. Et c'est en cela que ma méthode aussi, que j'accueille aussi des personnes de ces univers-là, qui puissent aussi se dire qu'on peut parler du divin, on peut parler des anges, on peut parler des animaux galactiques, de tout ce qu'on veut en fait, parce que nous sommes dans une entièreté, dans un cosmos, dans une galaxie. Il n'y a pas que la Terre qui est là en train de tourner dans un truc. Non, il y a d'autres planètes, Vénus, Jupiter, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des galaxies dans des galaxies. Enfin voilà, il faut s'ouvrir et comprendre que nous sommes des êtres complètement multidimensionnels. Et c'est cette multidimensionnalité-là que j'aimerais faire rencontrer dans cet espace que j'ai créé là, dans mon cabinet. Qui est un super espace, by the way, que j'ai personnellement eu la chance de tester 2-3 fois pour des séances des soins énergétiques qu'on a fait. Alors non seulement l'espace est magnifique, mais en plus on sent effectivement quelque chose. Et donc, c'est du travail avec l'invisible ce que tu fais. Et alors en fait, certes, on pourrait dire que les psys traditionnels du coup font ça également, dans le sens où on ne voit pas la parole et puis on ne voit pas les pensées, etc. Mais c'est quand même un autre invisible, disons. Voilà. Et comment est-ce qu'on arrive à un moment à cette foi dans l'invisible? Moi, je sais que ça n'a pas été le cas et que un jour j'étais petite, je devais avoir 5-6 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai regardé par la fenêtre et ce jour-là, je sais que j'ai cru en Dieu. Voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais c'est ce jour-là. Et donc je sais qu'à partir de ce moment-là, ça m'a, entre guillemets, sensibilisée effectivement à tout plein de choses qui ne sont pas visibles ou tangibles, qu'on peut pas toucher, etc. Toi, comment ça s'est passé? C'est une aventure en fait, c'est une aventure parce que déjà ma mère est d'origine marocaine, mon père est d'origine guadeloupéenne, donc j'ai une mère qui est musulmane et un père qui est chrétien, catholique, et bien sûr qui s'est converti quand il a épousé ma mère à la religion musulmane, mais j'ai été baignée on va dire de ma naissance jusqu'à mes 15 ans, dans un univers, on va dire plutôt d'une culture musulmane, parce que j'ai des parents qui sont assez ouverts sur ce genre de choses. Et aussi, j'ai des amis très proches, intimes de mes parents qui sont juifs, qui ont épousé la religion hébraïque, le judaïsme. J'ai vraiment été baignée à travers aussi toutes ces choses-là, et j'ai aussi des personnes autour de ma famille. Enfin voilà, ça a été baigné par plusieurs religions. Donc j'ai toujours eu cette culture musulmane, j'ai fait mon ramadan, toutes ces choses-là. J'étais vraiment... Dieu a toujours été là, mais on va dire en concept. Bien sûr, il y a des pratiques, il y avait les prières, les rituels, les choses comme ça, les fêtes, enfin tout ce qui est dans l'univers de l'islam et ces choses-là, la nourriture aussi. Et du coup, j'ai baigné dans ça, et c'est vraiment plus tard, parce qu'après, je suis allée... j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai grandi, je suis née à Paris, j'ai grandi au Maroc, je suis retournée à Paris où j'ai fait mon lycée. Après, j'ai fini mon lycée en Guadeloupe, donc chez mon père. Et du coup, en arrivant chez mon père, j'ai été confrontée aussi à une réalité, bien qu'il ait été converti à la religion musulmane, dans un climat tropical où mon père était un peu estomaqué de me voir faire mon ramadan, mon jeûne, pendant qu'il y avait une canicule de 40 degrés, qu'il me voyait, sa fille, ne pas boire de l'eau ni rien, et qui était complètement abasourdi par cela, et que dans son rationnel, il comprenait pas tout ça. Donc ça m'a aussi permis de voir que il y a différents cas, et aussi de pas être complètement figé dans une religion, dans des dogmes, dans des choses-là, et que le divin aussi il y a une forme de flexibilité dans son rapport au divin en fait. Et c'est en cela où j'ai été un peu, où je me suis déculpabilisée, on va dire, ou même où je me suis aussi, pas forcément déculpabilisée, mais je me suis autorisée à pouvoir explorer la religion aussi de mon père.
à travers où je suis allée justement avec des amis, dans des messes. En fait, j'ai toujours à l'intérieur de moi eu cet appel au divin à travers les structures, on va dire, traditionnelles qu'il y a eu, les messes, aller le dimanche avec des amis. J'ai toujours été curieuse en fait d'avoir l'hostie dans la bouche, de pouvoir avoir ce sang du Christ. Enfin, moi j'ai toujours été ouverte, ça me fascine en fait. Parce que pour moi, les êtres humains ont créé ces choses-là et ont eu aussi des appels à travers les prophètes qu'il y a eu, que ce soit Jésus, que ce soit Mahomet, que ce soit tous les prophètes qu'il y a eu dans ce monde. Et c'est en cela que je trouve beau, parce qu'il y a eu des messagers de Dieu ici sur Terre qui ont teinté selon l'écho du cœur des gens et ce que les gens avaient besoin à cette temporalité en fait de leur espace de vie. Et du coup, ben, ça m'a toujours fascinée. Et après, quand je suis allée au Canada, ben, j'ai voulu être un peu plus curieuse et pas simplement être ok, je suis née dans ça, donc je pratique ça et voilà, c'est comme ça. Non, j'ai voulu justement aller à l'université, donc en profiter en faisant de la criminologie, de la psychologie, d'avoir des cours en théologie pour justement comprendre quelle est justement cette théorie, d'où ça vient, comment est décortiquée, toutes ces choses-là. Et après, justement, j'ai eu la rencontre en 2009-2010 avec mon père spirituel, qui est malheureusement décédé, que j'ai adoré, qui avait bien sûr la casquette aussi de coiffeur, mais qui était absolument divin en fait, et qui a été une rencontre absolument prédominante dans ma vie, et qui m'a aussi montré un autre univers qui était beaucoup plus, on va dire, du bouddhisme. Et vraiment d'avoir ces préceptes-là et de comprendre qu'est-ce que le bouddhisme, comment les choses se font. Et justement, il m'a introduit à travers des lectures à cet univers-là. Et c'est vrai que parfois, mon raisonnement, mon entendement ne comprenait pas tout ce qui... Et il fallait vraiment aussi déconstruire ce que j'avais appris, parce que vraiment, avant, c'était... Alors, il y a des dogmes, c'est comme ça, et si tu trucs... Enfin, c'était très manichéen, l'enfer, le paradis, il n'y avait pas de zone entre, en fait. Et pour moi, justement, ce que la spiritualité aussi apporte, c'est qu'il y a justement ces nuances, ces teintes, et qu'on n'est pas simplement prédéterminé à quelque chose si nos actions, et que c'est tout un, on va dire, un flou artistique, en fait, toutes ces choses-là. Et après, par moi-même, à travers les discussions, les compréhensions, en allant dans des temples, j'ai aussi, par ma propre, parce que justement, moi, ce que je prône aussi, c'est qu'on accompagne les gens jusque là où on est allé nous-mêmes, en fait. Et à travers moi, parce que la vie n'est pas un concept, elle est une expérience, à travers ma propre expérience, à travers toutes ces teintes que j'ai pu avoir, toutes ces rencontres, ces choses et ces prises de conscience aussi que j'ai eues, j'ai pu aussi me faire ma propre vision de ce que la spiritualité et la vie, et comment moi je voyais ma spiritualité dans ce monde. Et donc j'ai continué à m'informer, parce que parfois, même si j'ai étudié la psychothérapie, la psychologie, toutes ces méthodes justement pour comprendre l'humain, ben parfois il y a eu en moi beaucoup d'anxiété, des troubles du sommeil, des choses comme ça, et je suis absolument contre les médicaments, et je ne voulais pas prendre quelque chose d'extérieur à moi pour pouvoir me tempérer et pouvoir trouver un calme à l'intérieur de moi pour pouvoir aller dormir, en fait. Et c'est en cela qu'après, ben, je suis allée à travers l'Ayurveda, les méthodes ayurvédiques, je suis allée voir un médecin ayurvédique pour savoir aussi quel était mon dosha. Je vous ferai un petit post si ça vous intéresse de ce que c'est. Donc on a découvert que j'étais Pitta, Vata, toutes ces choses-là. Et donc c'est en fonction, en fait, avec le pouls, on peut savoir quelle est la constitution de base et quels sont les aliments aussi, parce que aussi la nourriture, j'ai oublié de vous dire, parce que à partir du moment où je suis arrivée au Canada, j'ai commencé à devenir végétarienne aussi. Je me suis flexitarisée, et la nourriture aussi a été un grand vecteur à travers la spiritualité, toutes ces choses-là, et ma façon de voir la vie et les choses, et l'éthique que je voulais avoir dans ce monde. Et donc aussi c'est teinté à travers les méthodes ayurvédiques. Donc je suis allée justement dans des ashrams où j'ai voulu comprendre les choses, comment ça se faisait, et donc j'ai suivi plusieurs étapes de rentrer complètement en immersion dans ces choses-là, et de comprendre aussi des méthodes qui sont par exemple le Sudarshan Kriya, qui sont des méthodes de respiration, de savoir, ah oui, quand je parlais, excusez-moi, des doshas et de ces choses-là, donc à travers le pouls, on peut savoir quels sont les aliments, quels sont aussi les compléments alimentaires qui sont bons pour pouvoir trouver un équilibre en soi et enlever par exemple des formes d'inflammation, d'acidité qu'il y a dans le corps. Et donc c'est en cela qu'après, ben justement, je suis allée voir, j'ai fait plusieurs étapes
pour aussi trouver des méthodes de méditation, à travers des mantras, de vraiment se reconnecter à soi. Et j'ai vu que ces méthodes-là me permettaient de plus en plus à voir, ok, qu'est-ce qu'elle veut Yasmine, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle comprend, et qu'est-ce qui est aussi ajustable et qu'est-ce qui est bon à prendre ou non dans la réalité que je vivais à ce moment-là. Et du coup, j'ai vu que ça m'aidait énormément, ces techniques de respiration. J'arrivais beaucoup mieux à dormir, à pouvoir être plus apaisée, à travers aussi le yoga. Enfin, il y avait tellement de méthodes pour pouvoir continuer, parce que le yoga, c'est l'union de soi. En soi, en fait, c'est l'union, le yoga, entre ciel et terre. Et c'est en cela que justement, allier aussi le corps à ces libérations et pouvoir retrouver la paix intérieure. Et une autre chose que je voulais rajouter, donc j'ai vécu un traumatisme, et du coup j'ai des conséquences de choc post-traumatique qui se sont imbriquées, et justement j'ai dû aller, je voulais me soigner. Je suis allée justement voir des méthodes traditionnelles pour pouvoir, de psychothérapie pure, pour justement guérir ces choses-là. Et je me suis confrontée à une réalité de la psychiatrie qui est vraiment retraumatisée des événements que j'avais vécus, où justement il fallait que je raconte mon histoire au passé, au présent, toutes ces choses-là, et d'avoir des médications et de pouvoir être médicamentée pour pouvoir être apaisée. Et c'est là où justement j'ai découvert en 2014-2015 les méthodes de Reiki, en fait. Et c'est en cela aussi que j'ai commencé à m'intéresser à ces choses-là, aux libérations énergétiques par le corps. Et après, je me suis formée sur plusieurs années à différents niveaux à travers ces méthodes-là. En étant dans ce monde, comment dire ça? C'est comme si j'étais un rat de laboratoire de toutes ces choses-là, on va dire, pas de rat de laboratoire, mais c'est en expérimentant ces choses-là que je me suis dit, ah ben moi ça me convient, donc je vois comment ça peut faire. Et du coup, j'ai pu allier, en continuant bien sûr à faire mes études, allier ces méthodes énergétiques à ma propre pratique. Et j'ai vu que justement, il faut accueillir justement l'être humain dans sa complétude, et du coup pouvoir allier ces choses-là. Et c'est pour ça que je propose ce genre de thérapie maintenant dans ma pratique. Plus que rat de laboratoire, moi, ce qui me touche, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, tu t'imagines plutôt, dès l'enfance d'ailleurs, avec justement un père chrétien qui s'est converti à l'islam, et puis une mère musulmane, et puis encore des personnes juives très proches, etc. Plus que rat de laboratoire, moi je vois plutôt comme une sorte de petite aventurière qui est là, mais qu'est-ce que c'est? Je vais mettre une petite loupe, un peu un Sherlock, une Sherlock de la croyance humaine, juste de la vie humaine. Et je trouve ça très intéressant. C'est pas pour rien que les psychiatres, psychologues un peu tradis doivent de toute façon suivre une thérapie elles-mêmes pour pouvoir pratiquer. C'est bien qu'il faut expérimenter, disons, sa propre médecine. Et donc ça fait complètement sens, évidemment, que tu aies d'abord expérimenté tout ça, et que en expérimentant, tu aies aussi réussi à créer quelque chose pour les autres. Et merci aussi pour la démarche de ne pas appliquer ce qui a fonctionné pour toi à 100% aussi aux personnes qui viennent te voir, parce que c'est aussi quelque chose que tu pourrais faire. Avoir une recette unique qui fonctionne très bien, et c'est pas le cas, et je trouve ça très adapté et très intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu as quelque chose à dire aux gens qui nous écoutent? Alors, déjà, je voulais te remercier, déjà Hélène, pour ceci et pour partager cet échange ouvert Merci et à toi. bienveillant. Mais j'aimerais juste rajouter, pour les curieux, pour les personnes qui veulent venir, déjà je consulte en anglais et en français, et aussi de vraiment de venir, de juste expérimenter, de voir et de se laisser appeler par la vie, si le cœur bien sûr est là, de choisir justement cette méthode-là pour pouvoir apporter beaucoup plus de guérison, d'amour, de paix. Et c'est ce que le monde a cruellement besoin. Et si je peux apporter ça dans la cellule que j'ai pu créer, dans ce cabinet, mon petit havre de paix, qui est d'ailleurs dans un cadre absolument magnifique, rempli de nature. Ça fait vrai, un magnifique un domaine presque, Ouais. avec des arbres, beaucoup de verdure là, tous ces temps, ouais, c'est vrai. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi, et puis je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Des fois, ça peut être rebutant, par exemple, quand on commence une psychanalyse, de se dire c'est pas un engagement sur 6 mois. Les psychanalystes, c'est des engagements sur des années. Il y a des gens à qui ça convient très bien. Mais ce qui est intéressant aussi là, c'est que ça fait partie de ce qu'on appelle des thérapies brèves.
et avec possibilité d'allonger la chose, mais que c'est pas non plus quelque chose qui va être traité, discuté, etc. Sur une durée indéterminée, quoi. Il y a au moins cette clarté-là qui donne l'espace, je trouve aussi à l'essai, tu vois, à l'expérimentation et puis Complètement. ouais. Et c'est pour ça que c'est ce que je dis, pour moi, c'est très important et c'est pour ça que je propose de travailler sur une thématique à travers 5 séances, Mhm. que la personne justement puisse, après ce travail thérapeutique, qu'elle puisse retourner dans le monde et puis elle puisse être autonomisée et puis se dire, ah, est-ce que ça a marché? Comment ça se passe? Comment moi j'appréhende toutes ces choses-là? Comment je vis? Parce que pour moi, c'est très important l'autonomie parce que je ne suis pas la béquille de quelqu'un et pour moi, c'est très important de remettre le pouvoir entre les mains d'un individu et qui reprenne les rênes de son existence et d'être complètement libre, autonome et rempli de paix et d'amour à travers cette guérison qui peut être apportée dans cette co-création que l'on crée dans cet espace. Dans le discours que tu tiens, avec lequel moi je suis en accord, vraiment, il y a quand même quelque chose qui revient souvent qui est moi, donc la personne, pas toi Mhm. Yasmine, mais moi, autonomie, indépendance et en fait, j'aimerais que tu puisses dire deux trois mots, parce que les êtres humains sont des êtres sociaux. Un Mhm. être humain seul, solitaire, à part un moine perché depuis 50 ans dans la montagne en méditation, meurt Mhm. sans société, sans lien. Est-ce qu'il y a un paradoxe dans cette volonté d'autonomie, d'indépendance tu vois, il y a un truc très solitaire, Mhm. très voilà. Alors, De quelle manière est-ce que ça ne nous isole pas du monde? bah justement, on est des êtres sociaux, on a vécu dans nos familles, ou dans différentes villes, dans différentes places dans le monde. En fait, c'est l'autonomisation, c'est être souverain de sa propre réalité. Parce que souvent, quand les gens sont avec des blessures, des choses, ils ne sont pas à même de pouvoir faire des choix éclairés de qu'est-ce que je me veux, qu'est-ce que je choisis, et de vraiment, quand je parle d'autonomie, c'est de l'autonomie de soi à soi, en fait. Et c'est comment se retrouver face à soi-même pour être mieux en relation avec les autres en fait, parce que nous restons des animaux sociaux et c'est à travers l'interaction des autres que nous pouvons fleurir, grandir, s'épanouir et avancer. Mais seulement il faut pouvoir aller et cibler les choses, guérir pour pouvoir être en meilleure cohésion avec l'autre. Mais si on y va avec des manquements, avec l'autre va combler mes désirs à travers des relations qui peuvent parfois être toxiques parce qu'on reproduit des schémas familiaux qu'on a vécus mais qu'on n'a pas forcément épurés, mais vraiment se re-autonomiser et retrouver son indépendance et sa souveraineté individuelle d'abord pour pouvoir mieux avoir et faire des choix éclairés à travers les partenaires qu'on se choisit, la cellule familiale qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut donner aussi à notre enfant, quel est l'héritage qu'on veut être dans ce monde en fait. Mais si on y va les yeux bandés et en pensant que on comprend les choses mais finalement on n'est jamais allé se regarder à l'intérieur, c'est vraiment aller se regarder de l'intérieur et comment aller se donner beaucoup d'amour et c'est en cela que de s'autoriser à pouvoir s'accorder des espaces où on peut se parler et avoir une personne en face de nous qui peut nous recevoir dans notre entièreté, sans jugement, avec plein d'empathie et d'amour. Franchement, c'est des choses qui sont assez rares parce que malheureusement, dans ce monde, les gens sont tellement pressés par le temps, par leur propre bulle et par leur propre vie, que les gens ne s'attardent même plus parfois à se regarder, s'entendre et se voir réellement. Mhm. Et donc, c'est en cela que j'aimerais offrir ces choses-là aux personnes qui voudront venir à ma rencontre, un espace où on peut souffler et se regarder et s'aimer. En fait, c'est un peu une recréation du lien à soi pour avoir la possibilité d'avoir de vrais liens et pas des liens factices, en guillemets. Si Mhm. j'ai- Des liens de peur, ouais, qui ont été basés sur des traumatismes ou des Mm. choses, ou à combler quelque chose. Parce qu'il Mm. faut comprendre que nous sommes des êtres entiers, autonomes Mm. et complets, et de retrouver cette complétude en fait. Et c'est en cela que c'est important. Et c'est comme ça qu'on peut co-créer ensemble et être complet et s'accompagner en fait. Et pas, ah, il me manque quelque chose, donc viens combler ce manque-là parce que je sens que ça... Non, non, non. Mm. C'est retrouver ta complétude pour continuer à t'élever dans ce monde. Amen. C'est une magnifique fin de podcast. Merci encore de m'avoir fait confiance pour te poser des questions. Merci pour tout ce que j'ai appris et ce que tu as échangé.
et allez voir Yasmine, prenez rendez-vous. Merci, Voilà. merci Hélène.